Maître David Fall, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Ben Yanaïk, Boker Tov et Shavua Tov. Merci Shavua Tov, et on peut dire même Chodesh Tov. Un mois qui débute sur les chapeaux de roue, puisque, comme je le disais, nous allons assister à un instant historique, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël, un Premier ministre va être traduit devant la justice, dans le cas précis, devant le tribunal de district de Jérusalem, devant 3 juges. Vous êtes vous-même avocat, juriste pénal en particulier. Vous avez déjà plaidé devant ces 3 juges, au moins une partie de ces 3 juges, ou peut-être plus, vous allez nous le dire. Alors la première question que l'on ne peut pas ne pas se poser ce matin, c'est face à tout ce qui se passe autour de ce procès, dans les médias, dans la vie politique israélienne, est-ce que vous avez, vous, le sentiment, en tant qu'avocat, que le Premier ministre peut bénéficier d'un véritable procès équitable ? Vous l'avez relevé, Daniel, c'est une situation qui est complètement extraordinaire. C'est la première fois donc qu'un Premier ministre en exercice va s'asseoir sur le banc des accusés devant la plus haute juridiction en termes pénals, ça veut dire l'équivalent, pour expliquer à nos auditeurs, l'équivalent des assises. Le Bet Mishpat à Mechozi, le tribunal Mechozi de Jérusalem, c'est l'équivalent des assises en France. Il va comparaître devant une formation collégiale de 3 juges, qui sont la juge Rivka Friedman-Feldman, le juge Oded Shacham et le juge Baram Moshe, qui sont des juges, tous les 3 qui sont au tribunal Mechozi de Jérusalem. Vous les connaissez vous-même ? Oui, bien sûr. Ce sont des juges devant qui j'ai plaidé des dizaines d'affaires, notamment devant le tribunal Shalom de Jérusalem. Je connais mieux la juge Rivka Friedman-Feldman, chez qui j'ai vraiment plaidé beaucoup d'affaires. Le juge Oded Shacham, on va le voir après, également, et un petit peu moins le juge Baram, puisque, comme je vais vous l'expliquer, c'est un juge qui est beaucoup moins dans le domaine pénal que ses collègues, en fait, que la juge Friedman et que le juge Shacham, qui sont spécialisés, eux, en pénal. Alors, j'attends que vous nous répondiez à la question sur l'équitabilité de ce procès. Alors, oui, j'ai bien compris. Mais je voudrais peut-être avant cela, vous qui connaissez bien, par exemple, la présidente du tribunal, est-ce qu'on peut déduire des verdicts qu'elle a prononcés au fil des ans, hein, elle était déjà impliquée dans la condamnation d'Ehud Olmert, il faut le souligner à l'époque. Exact. Est-ce qu'on peut déduire de son attitude, de son comportement, de ses verdicts, quel sera le verdict qu'elle assignera à Binyamin Netanyahou ? Bon, alors d'abord, il faut expliquer plusieurs choses. Déjà, le système judiciaire en Israël, de façon macro, est un système qui n'acquitte pas, ou pratiquement pas. Les statistiques dans les 10 dernières années, c'est à peu près 2 pour 1000. Alors 2 pour 1000, c'est quoi ? Ça veut dire 2 acquittements pour 1000 dossiers traités. C'est à peu près la cadence, on va dire, des tribunaux en pénal en Israël dans les 10-15 dernières années. Mais c'est tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire, comment on en arrive là ? C'est-à-dire que... C'est très simple. C'est très simple. Il y a un fonctionnement en Israël qui ressemble au fonctionnement aux États-Unis, où les parties, ça veut dire la défense et l'accusation, peuvent devant un dossier difficile où les 2 parties ont des problèmes de qualité de preuve, peuvent arriver à ce qu'on appelle un deal, un compromis, où l'accusé plaidera coupable en partie ou sur tout l'acte d'accusation, et en contrepartie, le parquet demandera une peine moins importante. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dossiers, plus de 95% en Israël, qui se terminent, en ce qu'on appelle en deal, en compromis, et il n'y a pas de débat. Ce qui va, à mon avis, pas être du tout le cas dans ce dossier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt à faciliter la vie du parquet. Je pense que M. Netanyahou, ainsi que, il faut le préciser aussi, parce qu'on ne parle que de M. Netanyahou, mais il y a le couple Alovitch, qui est aussi inculpé dans cette affaire, et Noni Moses, qui est le patron des Yediot Aharonot, qui sont vraiment des gens, des pointures. Donc
ils ont eux aussi une réputation à maintenir, et ils vont certainement pas, excusez-moi l'expression, s'allonger directement au début du procès ou arriver à un deal. En tout cas maintenant, il faudra, je pense, à la défense de chacun de ces inculpés, épuiser le parquet, épuiser au sens du terme, vraiment au vrai sens du terme, en termes de procédure. Je vous rappelle qu'il y a à peu près plus de 100 témoins de l'accusation, et il y aura plus de 100 témoins de la défense. Donc ils vont certainement épuiser non seulement le parquet, ils vont épuiser certainement donc cette fameuse formation collégiale de 3 juges avant d'entamer des négociations quelles qu'elles soient, mais ils n'ont absolument aucun intérêt au jour d'aujourd'hui à rentrer en négociation, ça c'est certain pour moi. Alors, ça veut dire, ça veut dire que ce procès va se dérouler. On ne sait pas exactement à quel rythme, mais d'abord, il peut prendre plusieurs années, n'est-ce pas? On est d'accord sur la durée? Pour vous expliquer brièvement la procédure, et vous me posiez la question si cette formation collégiale va assurer, on va dire, les droits de M. Netanyahou, citoyen israélien. Je pense que c'est le message qu'ont donné ces 3 juges quand ils ont refusé que M. Netanyahou ne se présente pas aujourd'hui. Il avait le droit de le demander, d'accord, selon le code de procédure pénale. Ses avocats ont fait la demande qu'il ne se présente pas aujourd'hui. Il en a le droit, ce n'est pas un privilège, il avait le droit de le demander. Les juges ne lui ont pas donné cette possibilité. Et je crois que dans ce refus-là, le message de cette formation collégiale a été « Monsieur Netanyahou, vous êtes comme tout le monde, pour le bien et pour le moins bien ». Ça veut dire qu'on va vous traiter comme n'importe qui. Et je pense que c'est déjà un gage de bonne foi, un gage d'assurance, de respecter aussi ses droits, en lui disant qu'il a des droits, mais aussi des devoirs. Et je pense que ça a été un message des juges qui a été, à mon sens, le bienvenu. Mais attendez, alors là, je pose la question que des milliers de personnes qui ne sont pas des spécialistes du monde de la justice en Israël ou ailleurs posent. D'accord, Binyamin Netanyahou, on parle beaucoup en Israël de comparer celui des personnalités à celui de Bouzaglou, en affirmant que Bouzaglou, c'est le citoyen lambda, le citoyen moyen en Israël. Mais là, tout de même, il y a autour de ce procès tellement de propos qui ont été tenus, tellement de juges de tribunaux de campagne dans la presse, dans les médias, dans le monde de la politique. Pour beaucoup de gens, Netanyahou n'a pas la présomption d'innocence. Il est déjà il n'est pas n'importe qui. Donc comment? C'est-à-dire, il faut être vraiment surhumain pour faire abstraction de tous les bruits de fond qui existent autour de ce procès. Alors justement, là on en vient à la personnalité des juges. C'est ce dont je voulais vous parler. Il est évident qu'il y a une pression médiatique comme il n'y a jamais eu dans n'importe quel dossier en Israël. Maintenant, je crois que, entre guillemets, la chance de M. Netanyahou et donc des autres accusés, c'est que nous sommes en présence d'une formation collégiale de juges qui sont excessivement forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, la juge Feldman-Friedman, qui est la présidente donc, de cette formation collégiale, est une femme d'expérience. Elle a été nommée juge, me semble-t-il, en 1994. Au Mechozi, donc en cour d'assises, elle a été nommée en 2004. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Elle a eu déjà à juger dans des dossiers très importants, notamment, comme vous l'avez précisé, le dossier de l'ancien Premier ministre Olmert. Je crois que c'est quelqu'un qui a l'habitude de s'occuper donc de procès lourds et médiatiques. Et je pense que, évidemment, c'est un être humain, elle écoute les informations comme tout le monde. Oui. Mais je pense qu'elle aura les reins solides pour pouvoir juger au fond et faire un examen juridique très important, vu son expérience devant les tribunaux, vu son expérience de 26 ou 27 ans en tant que juge. Elle a eu des responsabilités énormes. Maintenant, il faut préciser aussi que c'est une femme qui a fait ses classes au Bet Mishpat HaElyon, oui. Et comme le juge Oded Shacham,
Les deux ont à peu près le même cursus, puisque les deux ont été stagiaires au Bet Mishpat Ha'elyon, au tribunal, à la Cour suprême, et les deux viennent du parquet national. Donc ils ont commencé leur carrière au parquet national, et après ils sont devenus juges. Donc je pense qu'ils ont quand même une expérience très très forte avoir une expérience pouvoir très maintenir forte, cette pression dont on parle. David, avoir une expérience très forte, cela veut dire être capable, lorsque l'on est devant le Premier ministre de l'État d'Israël, en sachant que celui-ci a par exemple ces derniers mois et ces dernières années même accusé le conseiller juridique du gouvernement, accusé le procureur de l'État Shai Nitzan, accusé même la Cour suprême de manigancer, de manipuler, ou en tout cas de préparer, de vouloir récupérer le pouvoir que le peuple ne lui a pas donné. Vous dites que, par exemple, la juge Rivka Feldman serait capable, elle, de faire abstraction de toutes ces accusations portées par Benjamin Netanyahou et de dire je vais aller juger selon le code, selon le droit, selon la jurisprudence, sans tenir compte de tout cela. Je pense que ça paraît impossible, c'est-à-dire. Je pense que sur le papier, c'est ce que doivent faire les juges, surtout à ce niveau-là. Ils sont bien évidemment encore une fois des êtres humains, ils regardent les informations comme tout le monde, mais il y aura certainement une influence. Mais je crois encore une fois, et je vous ramène à ce que je vous ai dit depuis le début, le message très très fort, parce qu'ils auraient pu très bien, vu les circonstances, ils auraient pu très bien autoriser à ce que M. Netanyahou ne se présente pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'audience, il faut expliquer aux auditeurs, l'audience d'aujourd'hui, c'est une audience absolument technique. Oui. Il n'y a pas du tout d'avancée. C'est ce qu'on appelle l'audience de Akra, ça veut dire c'est l'audience de lecture des chefs d'accusation pour bien comprendre, pour bien faire comprendre aux accusés de quoi ils sont accusés. Ça veut dire qu'il est du devoir des juges d'expliquer aux accusés, voilà, vous êtes accusés de tel et tel délit, est-ce que vous avez bien compris de quoi vous êtes accusé et quelle est éventuellement votre réponse, coupable, non coupable. Donc, ils auraient pu très très bien le dispenser vu sa fonction, mais ils lui ont dit non, c'est comme ça. Tu viendras aujourd'hui, tu es comme tout le monde et on te considérera comme tout le monde. Je pense que la pression médiatique qui vous pouvez me garantir, David, que lorsqu'ils je peux pas vous garantir quoi que ce soit. C'est évident. Mais je pense qu'en l'occurrence, vu ces juges-là, je suis très critique en général sur le système judiciaire en Israël, notamment pour les statistiques que je vous citais plus tôt. Oui. Mais je pense que M. Netanyahou ne pouvait pas tomber sur meilleure collégialité sur le point de la droiture de l'esprit juridique. Ces trois juges sont excessivement droits. Je vous dis, j'ai plaidé plusieurs affaires devant eux. Ils sont excessivement droits. Ils donnent le respect, que ce soit au parquet ou que ce soit à l'accusation. Et je crois qu'ils sont très, très à cheval de la procédure. Et ils vont s'exercer, comme ils le font depuis des années, à mener un dossier de façon la plus juste possible. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, vous dire et vous assurer, comme vous me le demandiez, si ça va être à 100%, je ne suis pas sûr. Ils sont influencés, c'est évident. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, ce que je voulais vous demander, c'est de vous dire, et si des gens qui sont des êtres humains, comme tous les êtres humains, eh bien, sont influencés. Ils ont des amis, bien entendu, à la Cour suprême. Ils ont des amis au parquet. Et est-ce qu'on peut dire que, c'est-à-dire le fait de voir un homme qui est très puissant en Israël, tout puissant en Israël dans le monde de la vie, dans le monde politique, a été réélu à 3 reprises ces dernières années et qui est Premier ministre de l'État d'Israël aujourd'hui, assis sur le banc des accusés, eh bien, pour eux, ce n'est pas une forme de victoire pour le monde de la justice ? Là, vous me tirez petit à petit sur le terrain politique. Politique, oui. Mais parce qu'il est tout est lié. C'est pas du tout ma casquette. Oui, je sais bien. Par contre, je reste persuadé que je crois qu'il faut appeler un chat et il faut définir les choses comme il se donne. Dans ce jeu entre guillemets d'un procès, toutes les parties en présence
il me semble, je ne pense pas que je vais exagérer dans ce que je vais dire, mais tout le monde sait qu'il va y avoir une guerre d'usure devant les juges entre le parquet et la défense, et que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, les parties vont très certainement arriver à un compromis. Ça me semble assez évident, parce que ça serait d'un côté pour la défense un peu suicidaire de laisser on va dire la décision finale à 3 juges qui de toute façon condamneront à un moment ou à un autre au moins sur un délit, et c'est pas une bonne chose. Et que s'ils sont condamnés au moins sur un délit, je vous rappelle qu'ils sont inculpés de pots de vin, corruption, fraude et d'abus de confiance. Ces 3 délits sont des délits importants qui ont des peines de jusqu'à 10 ans de prison ferme s'ils sont condamnés. Donc ça serait, à mon avis, une erreur tactique énorme que de laisser dans les mains des juges de décider s'ils sont coupables ou pas coupables. Les parties, à mon avis, je pense pas trop exagérer, arriveront à un compromis dans cette affaire où il faudra plaider coupable sur tout ou partie de l'acte d'accusation. Mais on ne pourra pas éviter la guerre d'usure. Donc, votre question, elle est juste, mais je ne pense pas qu'elle elle a de l'influence sur cette procédure-là où on sait de toute façon qu'il y aura un compromis à la fin. Alors, je reviens sur cette donnée que vous nous aviez donnée au début, sur 95% de condamnation, hein, donc dans les procès, dans ce type de procès devant les tribunaux de district. Bien plus. Non, je vous disais 95% de deals, donc compromis. Ça veut dire que les dossiers ne sont pas, attendez, 95%. ne sont pas amenés jusqu'au débat. C'est ce que je vous disais. Mais il y a deux acquittements pour, à peu près, pour 1000 dossiers. 2 acquittements. C'est-à-dire que les dossiers se finissent. Oui, 2 acquittements pour 1000 dossiers. Et combien de condamnations alors Alors, des condamnations, encore une fois, je vous le dis, il y a à peu près 80, 95, 80. C'est un peu compliqué à vous expliquer parce que même un compromis, c'est condamnation. Un compromis, c'est une condamnation aussi. Oui, alors un compromis passe a priori, sans rentrer dans les détails, un compromis arrive toujours par une reconnaissance de culpabilité, qu'elle soit en partie ou qu'elle soit totale. Donc, mais en contrepartie, on reçoit une peine qui est beaucoup moins importante. Donc, les les inculpés sont tentés, bien évidemment, d'arriver à un compromis plutôt que de se lancer, dans une guerre d'usure. Ça veut dire, pour nos auditeurs, qui, si un jour ils se retrouvent devant la justice, c'est qu'ils doivent savoir que, par exemple, en Israël, ce n'est peut-être pas le même cas dans justement les assises en France ou dans d'autres pays, ils doivent savoir que s'ils arrivent à un procès, bien dans 95% des cas, en tout cas pour espérer sortir acquittés, eh bien ils ont 2 chances sur 1000 d'être acquittés. Ce sont les statistiques des 10-15 dernières années. C'est vraiment différent par rapport à d'autres. Le taux d'acquittement en Israël est vraiment très très bas. En contrepartie, d'où ça vient tout cela? D'où ça vient? Tout simplement parce que le système est complètement engorgé, et puis cette possibilité d'arriver à un compromis fausse les cartes, tout simplement, puisque quelqu'un qui est devant une accusation, une lettre d'accusation, un procès où on l'accuse de tel et tel délit, il est humain de penser que cette personne-là pourra peut-être plaider coupable sur tout ou partie de ce qu'on lui reproche pour pouvoir arriver à une solution qui va être plus souple et plus douce que si elle gère son dossier jusqu'à la fin et qu'elle laisse la décision finale au juge. Les juges ne supportent pas en Israël d'aller ce qu'on appelle au débat avec les témoins, de perdre énormément de temps et de s'apercevoir que depuis le début, il y avait une possibilité de compromis. Dites-moi si je me trompe, mais ça donne un pouvoir énorme au parquet, puisque c'est le parquet qui, de facto, juge et même condamne les gens. Parce qu'à partir du moment où il inculpe une personne et que celle-ci va devant la justice, elle est quasiment sûre d'être condamnée. Non, Daniel, non. C'est pas, le parquet ne juge pas et le parquet ne condamne pas. Le parquet demande, c'est lui qui diligente l'action pénale. Maintenant, les juges, on va dire, encouragent les parties à arriver toujours à un compromis, tout en pensant, et c'est là à mon avis que le bas blesse,
que si quelqu'un est devant un procès pénal ou s'il a été déposé contre lui un acte d'accusation, c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, les juges engagent les parties toujours à discuter avant. On le voit tous les jours, non seulement pour une raison de gain de temps, mais aussi parce que les juges, avec l'expérience qu'ils ont, voient plus ou moins qu'il y a une possibilité d'arriver à un compromis dans les dossiers. Je vous rappelle encore une fois une chose que peut-être vous ne savez pas et que les auditeurs ne savent pas. Les 3 juges qu'on a maintenant ont devant les yeux simplement l'acte d'accusation. Ça veut dire que les faits qui lui sont reprochés et la qualification juridique des faits qui leur sont reprochés. Ça veut dire que toutes les pièces du dossier ne sont pas en possession du juge du tout. Du tout. C'est dans les mains du parquet. Et puis, pour pouvoir déposer toutes ces preuves que le parquet a accumulées pendant des années, on parle ici quand même de faits qui remontent à 2009. Oui. Ils sont obligés de faire monter des témoins et de déposer les pièces par l'intermédiaire des témoins. Tout ça, c'est un lourd travail. Et les juges ne sont pas du tout exposés pour l'instant au dossier lui-même, simplement aux accusations. Je comprends bien, et c'était passionnant de dialoguer avec vous ce matin, David, parce qu'on comprend grâce à vous un peu mieux. C'est un peu technique, je l'avoue, voilà, c'est vrai. Mais en tout cas, la situation tout à fait particulière dans laquelle on se trouve actuellement. Merci beaucoup, Maître David Fall, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, Chodesh Tov, au revoir.